Salut à tous et à toutes, lundi 16 mars 2026, l'actualité mondiale continue de se transformer rapidement. Je suis Alex Dorelas et voici le Grand Journal. Vous avez raison d'écouter Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Première sortie de ce Grand Journal pour cette semaine, depuis le studio de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Écoutez Swag Radio sur Alexa, Open Swag Radio, Swag Radio on air avec du style. Tout de suite, voici les infos. Le président américain Donald Trump demande à environ 7 pays de se joindre à une coalition pour protéger le détroit d'Ormuz. Selon Donald Trump, les attaques contre l'Iran pourraient durer encore plusieurs semaines, malgré la flambée des coûts de l'énergie. Le président américain mettre en place une coalition pour escorter les navires pétroliers bloqués sur le détroit d'Ormuz. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. Les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran pour la 17e journée consécutive. Washington et Tel Aviv faisant état d'un affaiblissement significatif de la puissance de combat iranienne. L'armée américaine affirme mener des attaques quotidiennes contre des sites militaires et des infrastructures critiques que Téhéran utiliserait pour mener ses frappes de représailles contre les pays du Golfe et cibler des navires dans le détroit d'Ormuz. Les attaques contre cette voie navigable stratégique ont paralysé le transport maritime et les exportations d'énergie de la région. Un blocage qui a fait grimper les prix du pétrole en flèche, le Brent s'étant maintenu ce week-end à plus de $100 le baril. Dans ce contexte, le président américain Donald Trump a déclaré avoir demandé à environ 7 pays de rejoindre une coalition chargée d'escorter les pétroliers bloqués autour du détroit. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the Strait open. And by comparison, it's small because Iran has very little firepower left. About seven. Just remember that it's something that we don't need, and these countries don't need. De son côté, Israël affirme avoir frappé plus de 2000 cibles à travers l'Iran depuis le début de la guerre et se montre déterminé à poursuivre le conflit pour atteindre ses objectifs. יש לנו תוכנית לחימה סדורה ומתוכננת היטב. יש לנו עוד אלפי מטרות באיראן, ואנחנו מייצרים מטרות נוספות מדי יום. המשטר כבר מוחלש, ואנחנו ממשיכים להחליש אותו יותר ויותר מדי יום. הוא מעורער, והוא מסתיר את זה מהאזרחים שלו. Téhéran revendique également des succès sur le terrain, qualifiant d'efficaces ses attaques contre Israël et d'autres pays du Moyen-Orient. Mais les Iraniens paient également un lourd tribut. Le bilan humain a déjà dépassé 1300 morts dans le pays, dont 445 femmes et enfants selon les autorités. Le ministère de la Santé du Liban fait également état de plus de 820 morts, tandis que l'ONU met en garde contre une catastrophe humanitaire d'ampleur. Selon les Nations Unies, près d'1 million de personnes ont en effet été déplacées au Liban en raison des attaques israéliennes incessantes contre le Hezbollah soutenu par l'Iran. Israël déplore également 12 morts depuis le début de la guerre, qui a également coûté la vie à 13 militaires américains ainsi qu'à un soldat français en Irak la semaine dernière. Les échanges de frappes aériennes intenses se poursuivent à travers le Moyen-Orient. Alors que la guerre entre dans sa 3e semaine, l'Iran a accusé les États-Unis de lancer des frappes depuis les Émirats arabes unis et a juré de riposter. Le récit est signé CGTN News dans ce grand journal. L'armée israélienne a déclaré qu'elle poursuivrait ses opérations pendant au moins 3 semaines. Le ministre israélien des Affaires étrangères a indiqué que son pays continuerait à combattre l'Iran jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. L'Iran affirme avoir commencé à utiliser ses missiles balistiques à longue portée Sejil contre Israël, visant des installations militaires et de défense clés. Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a réitéré la demande de compensation formulée par son pays à l'encontre de son ennemi. Répondant aux affirmations du président américain Donald Trump, le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a déclaré que l'Iran n'avait jamais demandé de cesser le feu et qu'il se défendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. Nous n'avons jamais demandé de cesser le feu, ni même de négociation. Nous sommes prêts à nous défendre aussi longtemps qu'il le faudra. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent, et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que le président Trump se rende compte qu'il s'agit d'une guerre illégale qui ne mènera à aucune victoire. L'Iran utilise de nouveaux missiles dans cette guerre, un missile à 2 étages. Écoutons les détails sur BFM TV avec un ancien général dans
ce grand journal. L'Iran a frappé aujourd'hui, en tout cas affirme avoir frappé aujourd'hui Israël avec un nouveau missile balistique, en tout cas un missile de nouvelle génération. Général, pouvez-vous nous présenter ce missile à double étage? Je crois avoir compris ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un missile à double étage? Il a 2 étages. Oui, ça, oui. Alors ça, oui. Voilà. Ça, j'aurais pu Jérôme. Bon, en fait, c'est exactement comme comme votre stylo bic, pour pas le citer. Exactement. Donc, on a le premier étage qui va permettre d'envoyer très haut le sommet, et puis un deuxième étage. Donc, en fait, ça permet d'augmenter la portée, aller plus loin, et donc ce missile, il peut avoir une portée supérieure à 2000 km. Donc ça, c'est un avantage tactique pour les Iraniens. Et comme il y a 2 étages, ça veut dire que la charge que vous avez en haut est plus importante. Donc, vous allez faire beaucoup plus de dégâts à l'arrivée. Et puis en plus, un système de guidage précis. Alors, on est à la limite entre le missile et pratiquement la fusée qui peut mettre en orbite. Il faut bien souligner que les ingénieurs iraniens, c'est exactement ce que dit Didier, ils sont malins, oui. Ils ont développé ces technologies avec l'aide de la Chine. Et donc, la problématique, c'est que ces missiles-là, c'est beaucoup plus compliqué à intercepter parce qu'ils sont plus puissants, ils vont plus vite et ils sont plus précis. Nous resterons toujours au Moyen-Orient. La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran coûte extrêmement cher. La guerre qui oppose actuellement l'Iran aux États-Unis et Israël ne se limite pas aux frappes militaires et aux tensions géopolitiques. Elle entraîne également un coût économique, politique et humain considérable pour l'ensemble des acteurs impliqués ainsi que pour l'économie mondiale. Depuis le début de l'escalade militaire, les opérations aériennes, les systèmes de défense antimissiles et le déploiement massif des forces militaires ont nécessité des dépenses colossales. Les États-Unis ont mobilisé des navires de guerre, des porte-avions, des bombardiers stratégiques et des milliers de soldats dans la région du Moyen-Orient. Chaque missile intercepté par les systèmes de défense peut coûter plusieurs millions de dollars, tandis que certains drones utilisés dans le conflit ne coûtent que quelques dizaines de milliers de dollars, créant un déséquilibre économique important. Écoutons le récit signé LCI dans ce grand journal. Des milliers de missiles, le déploiement de 2 porte-avions et de ces centaines d'avions de chasse. L'offensive américaine est coûteuse, plus de 11,3 milliards de dollars dépensés en 2 semaines selon plusieurs sources américaines. On estime aujourd'hui que c'est une guerre qui coûterait plus d'1 milliard de dollars par jour. Les États-Unis ne sont pas en économie de guerre et qu'à un moment donné, la question va se poser de savoir qui est capable de tenir le dernier quart d'heure de la guerre. Des munitions également en quantité limitée. Des années de stock auraient été épuisées en 16 jours de guerre. Même quand vous êtes une telle puissance économique et militaire, vous avez un taux, par exemple, d'intercepteurs qui est limité. Et en l'espace de 2 minutes, quand on tire une douzaine de Patriotes, bien on vient de tirer 2% de tout ce que les Américains fabriquent par an. Selon des sources américaines, la marine pourrait subir les conséquences de ces dépenses massives pendant plusieurs années. La guerre au Moyen-Orient s'intensifie sans perspective diplomatique. La guerre déclenchée au Moyen-Orient par les États-Unis et Israël contre l'Iran continue de s'intensifier sans aucun signe concret de règlement diplomatique à court terme. Plus de 2 semaines après le début des frappes militaires, la région est plongée dans une escalade qui menace désormais d'embraser l'ensemble du Moyen-Orient. Écoutons les détails sur la RT dans ce grand journal. Sinon, bonsoir et merci d'être en direct avec nous. Selon vous, pourquoi les 2 parties au conflit, à savoir la coalition entre les États-Unis et Israël d'une part et l'Iran d'autre part, ne souhaitent-elles pas parvenir à un règlement diplomatique rapide? Qu'est-ce qui pourrait empêcher chacune des parties d'atteindre ces objectifs? Tout d'abord, il faut dire que pour l'Iran est en train de gagner cette guerre. Ils ont bloqué le détroit Hormuz. Dans leurs objectifs stratégiques, ils arrivent à réaliser leurs objectifs stratégiques partout dans le monde. Ils ont bien ciblé les bases américaines dans la région Golfe, les pays Golfe. Et ils sont en train de gagner cette guerre. Il n'y en a pas une division entre l'État et le peuple iranien. L'État fonctionne bien dans l'ensemble de l'Iran.
Et l'armée aussi, ils arrivent à répondre les attaques américaines et israéliennes. Du coup, c'est tout à fait normal que l'Iran, maintenant, il refuse une proposition de cessez-le-feu. Si on retourne le côté américain et israélien, on voit qu'il y a une grande défaite dans les deux parties. Les Américains, ils n'arrivent pas à réaliser leurs objectifs stratégiques. Ils n'arrivent pas à ouvrir le détroit d'Ormuz. Le régime iranien résiste. L'ensemble de l'appareil de l'État iranien est bien présent. Et du coup, et pour l'Israël, si vous voyez bien, le dôme de fer a complètement ne marche pas, le dôme de fer. Et les villes israéliennes, ils ont ciblé par l'Iran. Et du coup, je crois que le côté américain et israélien, en disant qu'ils refusent cette proposition de cessez-le-feu, juste ils essayent de faire une guerre psychologique. Je crois que les Américains et les Israéliens, ils ont terminé cette guerre parce qu'ils sont en train de perdre cette guerre. Alors justement, de nombreux médias soulignent le manque de munitions pour les systèmes de défense aérienne américains chez les alliés de Washington. Cela concerne en premier lieu Israël qui n'aurait pas reconstitué ses stocks après la guerre des 12 jours. De plus, de nombreuses installations militaires américaines dans les pays du Golfe Persique sont la cible d'attaques directes de la part de l'Iran. Les États-Unis risquent-ils de se retrouver à court de moyens de défense aérienne ? Je crois que c'est une défaite complètement une défaite militaire pour les Américains et pour les Israéliens. Comme j'ai dit, ils n'arrivent pas à réaliser leurs objectifs militaires. Et puis leur système aérien pour l'Israël et pour les Américains ne marche plus. On voit que les bases américaines partout dans les régions, les pays du Golfe, l'Irak, dans les autres parties de la région, les Iraniens, ils arrivent à bien cibler ces bases américaines. Et c'est la même situation pour les villes israéliennes. Et puis, dans le prochaine étape, on peut voir pas seulement une défaite militaire, mais on va voir le résultat de cette défaite militaire. Et on peut témoigner une défaite politique pour Netanyahou en Israël et une défaite pour Trump aux États-Unis. Onur, sinon, outre les conséquences politiques et économiques de cette guerre, le volet environnemental reste tout aussi important. Bloomberg affirme que les frappes sur les réservoirs de pétrole à Téhéran ont provoqué le rejet de polluants qui pourraient affecter des millions de personnes pendant des décennies. Ajoutons à cela les frappes de la coalition contre les installations nucléaires iraniennes. Selon vous, quelles pourraient être les conséquences à long terme de ce conflit ? Je crois qu'il y a un risque côté des Américains et Israéliens parce qu'ils sont en train de perdre cette guerre. De retour pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, on air avec du style, l'énergie, le flow et l'attitude. Alexa, open Swag Radio pour écouter Swag Radio 24h/24 avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio, énergie, flow, le flow et l'attitude. Écoutez les infos, suivez et P-News pour rester bien informé. Les infos à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'infos. Brothers Café Créole, le place to be, la bonne cuisine haïtienne à Brothers Café Créole. Au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 294 1425. Brothers Café Créole. Delicioso. Au Proche-Orient, Gaza, une violente tempête de sable s'est abattue sur la bande de Gaza, aggravant la situation déjà dramatique de milliers de Palestiniens déplacés vivant dans des camps de fortune. Les rafales, le vent et les nuages de poussière ont balayé plusieurs zones de tentes improvisées, fragilisant encore davantage des abris déjà endommagés par des mois de crise humanitaire et de conditions climatiques extrêmes. Le récit est signé France 24 dans ce grand journal. Un ciel orange et une visibilité très réduite. Une partie de la bande de Gaza est plongée dans une grande tempête de sable. Elle touche Gaza City et Khan Younes. Les autorités appellent les habitants à rester à l'intérieur, mais pour beaucoup c'est impossible. Plus de 80% des bâtiments ont été endommagés par la guerre.
et des milliers de personnes vivent sous des tentes dans lesquelles tout s'envole. Honnêtement, notre vie est devenue un véritable calvaire. Une violente rafale de vent s'est levée. Je vous jure que c'est insupportable. À chaque fois qu'une rafale souffle, les tentes s'effondrent. À chaque fois que le vent souffle, nous souffrons. Les tentes sont notre seul abri. Sans tente, nous n'avons rien. Le sable détruit nos affaires, nos matelas. Tout ce que nous possédons est endommagé. La majorité des habitants de la bande de Gaza ont été déplacés dans l'enclave pendant la guerre. Dans une situation déjà très précaire, avec cette tempête, ils n'en peuvent plus. Même quand le temps était meilleur, ce n'était pas supportable. Maintenant, cela nous donne encore plus de problèmes. On peut à peine ouvrir les yeux. Que dire? La situation parle d'elle-même. Regardez le sort de ces pauvres gens. Toutes leurs tentes ont été emportées par le vent. Dans le même temps, de nouvelles frappes israéliennes mortelles ont eu lieu à Gaza dans la nuit de vendredi à samedi, selon la défense civile du Hamas, notamment ici à Khan Younes. Malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis octobre, des violations sont régulièrement observées des deux côtés. Nous resterons dans la crise et la guerre en Iran. Est-ce que le président américain Donald Trump a-t-il piégé en Iran? Analyse de Régis Le Sommier sur une guerre aux conséquences imprévisibles. La guerre qui oppose les États-Unis, Israël et l'Iran continue de susciter de vives analyses dans les milieux géopolitiques. Pour le journaliste et analyste français Régis Le Sommier, la stratégie de Donald Trump pourrait bien se retourner contre lui. Selon lui, le président américain s'est fait avoir en Iran, entraîné dans un conflit complexe dont les conséquences dépassent largement les objectifs initiaux. Écoutons ce journaliste sur CNews, sur Vrai Zooming, sur la guerre en Iran. Tout va dépendre en fait de Donald Trump dans cette histoire, parce que Donald Trump, lui, il aime bien les choses qui sont menées rondement. Il avait réussi son opération contre Maduro, cette subtilisation du pouvoir et mettre quelqu'un à la place qui soit, on va dire, de son côté. Ça avait marché pour le Venezuela. Pour l'Iran, il pensait frapper fort pour ensuite peut-être déstabiliser le régime. Mais même, on l'a vu, il était prêt à mettre une personne des gardiens de la Révolution, Larijani ou quelqu'un comme ça, à partir du moment où on obéit finalement à la Pax Americana, Dixit, à la mode Trump. Donc là, le problème, c'est que Donald Trump, en fait, il s'est fait avoir, faut dire quand même les choses telles quelles. C'est-à-dire qu'il est en train de se faire, on va dire, amener dans une guerre prolongée au Moyen-Orient, alors que c'est l'inverse qu'il avait promis à ses électeurs. Il avait promis à ses électeurs plus de guerre type Irak ou Afghanistan, plus d'investissement au-delà des mers. Et là, malheureusement, finalement, il y a des choses que Donald Trump n'a pas vues, que les Iraniens ont activées. Et c'est très intéressant parce que Donald Trump, en 1987, il a écrit un livre qui s'appelle « L'art du deal », qu'il a écrit d'ailleurs avec un journaliste à l'époque, qui est la Bible trumpienne. On frappe fort, à tous les niveaux, hein, et ensuite on négocie. Et là, il est en train d'être, on va dire, de se faire prendre au piège iranien. Pourquoi? Parce que le piège iranien, c'est plutôt l'art de la guerre, c'est Sun Tzu, c'est le 5e siècle, et c'est un général chinois qui disait quoi? Qui disait, la guerre, c'est faire en sorte que l'ennemi s'arrête, que l'ennemi ne puisse plus, on va dire, combattre, en fait. Kiev propose son expertise anti-drone et déclenche sarcasme et inquiétude à Washington dans le contexte explosif des hostilités qui secouent actuellement le Moyen-Orient. L'Ukraine a tenté de mettre à profit l'expérience acquise sur le champ de bataille face à la Russie, qui a récemment proposé d'offrir son expertise dans la lutte contre les drones, un domaine où l'armée ukrainienne affirme avoir développé des techniques avancées après des années de guerre. Écoutons les détails dans ce grand journal. Alors, Kiev qui propose une soi-disant aide sur la base d'une prétendue expérience, ce cas de figure n'est-il pas risible? Bonsoir madame et je vous remercie de votre invitation. Tout à fait, si on peut rire un petit peu dans ce contexte dramatique, c'est bien justement des pérégrinations et
et des postures du président Zelensky, qui est allé se rejoindre son alter ego, le président Emmanuel Macron, ces derniers jours, pour, à mon avis, faire le point sur la situation. Et on voit très bien que on pourrait très bien intituler Tintin à la recherche de la guerre, ou à la guerre internationale, ou de la Troisième Guerre mondiale. Mais bon, Tintin est un personnage sympathique. Mais on pourrait plutôt comparer un peu le président Zelensky, qui n'est plus président depuis mai 2024, au sparadrap du capitaine Haddock, qui n'arrive pas à s'en débarrasser compte tenu des propos ou des observations des États-Unis d'Amérique. Alors, peut-on dire que le régime de Kiev cherche à se positionner dans cette guerre, notamment en jouant le rôle du bon samaritain? Je pense que même c'est plus dangereux et plus grave. Comme l'Iran cherche à régionaliser, voire internationaliser le conflit en frappant l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Bahreïn ou le Koweït, on voit que le président Zelensky, qui devrait plutôt s'occuper à un accord de cessez-le-feu, voire de paix avec la Russie, propose ses services pour internationaliser son action et voire provoquer peut-être la Russie en cherchant à internationaliser le conflit pour qu'il puisse encore perdurer dans sa quête de pouvoir sans trouver véritablement de solution. C'est dangereux, c'est risible, mais c'est très dangereux. Et on s'aperçoit très bien que son expertise qu'il peut avoir en matière de lutte contre les drones shahids, bon, elle peut être peut-être bienvenue, mais je pense que c'est un peu surdimensionné et c'est disproportionné par rapport à ce qui est en train de se jouer en ce moment au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Le refus des États-Unis de cette offre ukrainienne peut-il s'expliquer par le fait que Donald Trump ne veut pas être redevable vis-à-vis de Zelensky dans son conflit avec la Russie? Je pense que le président Donald Trump ne souhaite pas une internationalisation de ce conflit, ce qui est le souhait de beaucoup, en pensant que des puissances pourraient intervenir à l'aide de l'Iran. Je rappelle que quand même le régime des Mollahs est un régime en fin de règne, qui serait quand même très risqué ou voire s'aventurer dans une aide complète vis-à-vis de l'Iran. Le président Trump, il semblerait qu'il cherche justement à monnayer un arrangement aussi bien avec la Russie, en ayant un contact direct avec le président Poutine, ou récemment en demandant l'aide à la Chine pour maîtriser ou essayer de sécuriser le détroit d'Ormuz. Donc c'est plutôt un point positif. Mais concernant justement les propos ou les propositions du président Zelensky, c'est tout à fait farfelu. Et d'ailleurs, la France, qui est dirigée par un président qui ne sait pas vraiment faire la part des choses et de savoir qui sont véritablement ses ennemis, continue à rentrer dans ce tonneau des Danaïdes en pensant que ce conflit risque d'entamer sacrément ou de manière très sérieuse l'économie de l'Union européenne et surtout de l'économie de la France. Alors Philippe Deveul, comment interpréter le fait que Kiev exige en permanence des Occidentaux un appui financier et militaire dans son conflit avec la Russie, alors qu'en même temps, ils ont les moyens de jouer un rôle dans cette guerre au Moyen-Orient? Alors, d'abord, leur expertise en matière de lutte contre les drones est une expertise quand même assez limitée. On ne parle pas d'investissement énorme. Mais est-ce que, en proposant cela, est-ce que le président Zelensky ne chercherait pas l'aumône auprès des monarchies pétrolières? Nous irons au Congo dans ce grand journal présidentiel au Congo. Le décompte des voix a commencé au lendemain du scrutin présidentiel en République du Congo. L'heure est au dépouillement des bulletins de vote. Les résultats sont attendus d'ici 2 semaines. Le récit est signé Africa News dans ce grand journal. Au lendemain du scrutin présidentiel en République du Congo, l'heure est au dépouillement des bulletins de vote. Les Congolais étaient attendus aux urnes dimanche 15 mars pour élire leur prochain président de la République. Toutefois, le scrutin a été marqué par un faible taux de participation. Les électeurs affirment ne pas croire que les élections aboutissent à un changement de direction par rapport au président âgé de 82 ans qui dirige la République du Congo depuis 42 ans. Denis Sassou Nguesso, candidat à un 5e mandat consécutif, est le candidat du Parti du Travail congolais. Les partis d'opposition ont appelé au boycott du scrutin. Arrivé au pouvoir pour la première fois en 1979, Denis Sassou Nguesso
a gouverné jusqu'en 1992, date à laquelle il a organisé les premières élections multipartites du pays. Il est revenu au pouvoir en tant que chef de milice à l'issue d'une guerre civile de 4 mois en 1997. Nous irons en Haïti. À l'approche de la relance du processus électoral en Haïti, le nombre particulièrement élevé de partis politiques enregistrés auprès du Conseil électoral provisoire, CEP, suscite de nombreuses interrogations au sein de la classe politique, de la société civile et des observateurs internationaux. Le récit est signé Radio-Télé Métropole dans ce grand journal. 320 formations politiques se sont faites enregistrer en 2 semaines au Conseil électoral. Un chiffre qui soulève des interrogations, notamment en raison du grand nombre de candidats que cela pourrait engendrer lors des prochaines élections. Rencontré dans les rues de Port-au-Prince, un citoyen réagit à ce fait. Chaque groupe, en réalité, en deux pays a essayé de défendre ses participants. Même j'en crois que nous artistes qui étaient à travers la musique, expliquer ça très bien, bien que c'est une métaphore, qui était si parti me camper. Mais en termes de porter solution à un ensemble de problèmes en deux pays, 320 partis politiques qui inscrits, nous paraît croire que pour le résoudre vraiment. Loin de toute idée de pluralisme, cette situation met en lumière la volonté manifeste de tous les acteurs de briguer des postes aux fins de satisfaire leurs intérêts de groupe. Ainsi, des interrogés se montrent très critiques par rapport à ce processus lancé par le Conseil électoral et ne sentent pas que les intérêts de la population sont pris en compte dans cette démarche. Moi, même pas d'après tous les partis politiques, ça y est. Puis tu as vu 3 personnes et puis d'après tout, ça a passé bien. Non, mon cher, l'élection, ça va pas aller. C'est pas seulement mon nègre, mon cher. Ça, c'est ma mafia qui a réglé au moins 5 à peine. Au moins, c'est tout le monde qui vit la résignation, etc. Tout le monde ne vit pas la résignation. Ouais, vérité, il faut parler, monsieur. Alors que le CEP envisage de lancer au début du mois d'avril l'inscription des électeurs pour constituer le registre électoral, d'aucuns pensent que le moment n'est pas opportun. Si la tenue des joutes électorales est une nécessité, elle ne pourra pas se faire dans n'importe quelles conditions, témoignent certains interrogés. En tête des préoccupations demeure encore l'insécurité qui sévit en Haïti. Haïti, depuis après du Valais, pas d'élection, on a une sélection. Pour qu'il y ait une élection en un pays, il faut que nous soyons capables de résoudre le problème d'insécurité. D'abord, la sécurité, c'est l'état d'esprit d'une personne qui se sent tranquille et confiante. C'est aussi l'absence d'inquiétude et la sûreté de tous ceux qui se croient à l'abri du danger. Nous avons dit tout le monde qui a prôné l'élection en un pays, il paraît Haïti. Parce que pas gagner un climat de sécurité en de tel pays-là. Si a une élection et obligé à élection, nous pas un problème ensemble avec ça. Mais qui ça a fait? L'emdo qui ça a fait comme si insécurité ça la cap, insécurité cap ronger peuple là. Ou après faut nèg gérer dossier insécurité d'abord. Et puis après ça, pour nous capable de faire élection. En plus du nombre de partis jugés très élevé par les interrogés, il pointe du doigt la participation de certaines personnalités ayant marqué négativement la scène politique et dont le passage au niveau de l'État n'est pas exempt de toute critique. Comme on le disait en titre, la police nationale d'Haïti, appuyée par la Task C'est la fin de ce grand journal pour ce lundi 16 mars 2026. Avant de partir, journée pluvieuse à Boston. Température, attendez-vous, une météo en partie nuageuse avec des températures fraîches évoluant entre 30 degrés Fahrenheit et 59 degrés Fahrenheit. La journée sera globalement fraîche avec des risques de précipitations typiques de la saison, nécessitant une tenue adaptée. Une température minimale autour de 30 degrés Fahrenheit, maximale 59 degrés Fahrenheit. Ciel en partie nuageux, vent, rafale possible renforçant la sensation de froid typique d'un mois de mars à Boston. Précipitation risque modéré d'averse selon l'évolution, le mois étant généralement le mois de mars, et le mois étant généralement l'un des plus pluvieux. Il est conseillé de porter des couches de vêtements et de prévoir un parapluie pour ce lundi.
Pour présenter le grand journal Erlich Torelas, depuis les studios de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Écoutez Swag Radio 24h/24 sur Alexa. Déjà, Brise du soir fait son apparition sur Swag Radio tous les jeudis soirs entre 8h et 10h avec Ruth Selvi. D'autres émissions vont venir sur Swag Radio. Ouais. Swag Radio on air avec du style. Les infos sans cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News, info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. Votre référence en matière d'infos, P-News. Brothers Café Créole, délicieux son, oui, de la bonne cuisine pour bien manger, bien déguster. Brothers Café Créole, 299 Main Street Everett. Chiffré, le 617 294 14 25. Allez, délicieux son, la cuisine haïtienne est sans limite là-bas. Joyeux lundi, joyeuse semaine. N'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.